Et bonjour à toutes et à tous, c'est Babtou. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Café de Babtou. Aujourd'hui, nous recevons en interview une jeune écrivaine qui a plus que de l'avenir. Alors prenez votre tasse, faites-vous un café et posez-vous tranquillement pour nous écouter. J'accueille donc pour cet épisode la grande, l'immense, la merveilleuse Lola Gontran. Bah bonjour. C'est un peu trop de compliments ça. Trop d'un coup. Comment tu vas Lola ? Bah ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, alors moi c'est Lola, j'ai pratiquement 20 ans. Je suis étudiante en ce moment avec un travail à côté et je lis énormément. Je crois que c'est à peu près les présentations que je peux faire. J'ai tout le temps un chat avec moi. Normal, c'est le mien. Qui est là juste avec nous. Exactement. Qui est en train de m'agripper ma veste. Super. Allez, on est parti. Alors, dans cet épisode, comme dans tous les autres d'ailleurs, on va fonctionner sous deux parties. On va d'abord commencer par parler de toi, Lola, si ça te va. Bah ça me va très bien. Et puis après, les chroniques de Thomas et Silvio, on parlera plus en détail de ton livre « Je t'aime », sorti le 2 juin dernier. D'ailleurs, j'ai bien fait mon travail. Exactement. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, nous avons une belle surprise pour vous. Bon, Lola, parlons de toi. Ouais. Depuis quand écris-tu et aimes-tu ça ? Alors, j'aime l'écriture depuis... voilà, faut remonter aux années collège. Je pense que c'est à peu près depuis la 6e. Et depuis quand j'ai commencé à écrire vraiment, en tout cas les premières vraies histoires, etc., avec un scénario, etc., ça serait depuis ma 3e, je dirais fin 4e, 3e. Donc ça fait un moment déjà, quoi. Ça fait un bon moment, ouais. Mais Ok. avant, je me voyais pas du tout là-dedans. Tu te voyais dans quoi ? Dans l'élevage canin. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, strictement rien à voir. Ah, effectivement. Et tu as commencé sur Wattpad ou pas du tout ? Pas du tout, je connaissais même pas. J'ai connu ça en seconde ou en première au lycée, je crois. En première, et je connaissais même pas avant. Et je pense que j'aurais pu... Si j'avais connu avant, ça aurait pu changer des choses, je pense. Ouais, parce qu'il y en a plein qui commencent par là, justement. Bah ouais, et je l'ai découvert très tard. Tu l'as découvert comment, du coup ? On en parlait sur les réseaux, etc. J'en sais tout le temps parler de ça, d'écriture, etc. Je me dis, putain, il y en a qui se lancent comme ça, et c'est pas mon cas. Merde, il y a peut-être un truc à rattraper ici. Comment tu t'es lancé, du coup ? En fait, j'écrivais des petits scénarios, etc. quand j'étais petite, du coup, vers la 4e, 3e. Et à un moment, en fait, j'étais en classe de seconde avec mon prof de français et on devait écrire des histoires, enfin bref. Et à chaque fois, il me complimentait en fait sur les scénarios que je faisais et il me disait qu'il y avait vraiment un travail là-dessus. Et tout le monde, enfin tous mes profs, en réunion parents-prof, etc., me disaient que globalement, mon point fort, c'était le français, que j'avais une très belle écriture, etc. Et du coup, on s'est penché un peu là-dessus avec mes parents. On a remarqué que mes résultats depuis des années, c'était bien poussé en littérature, pas forcément le reste, mais en littérature, c'était là. Du coup, je me suis dit, écoute... on va essayer de faire quelque chose, quoi. On va essayer de laisser parler. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Peut-être que juste le fait de faire ce que j'ai envie, ça peut fonctionner. Donc, ok, on essaye. Et t'as fait comment les premières années ? Du coup, t'as fait quoi de ce que t'écrivais ? Je les ai laissés dans un coin, globalement. Ok. Globalement, en fait, le truc, c'est que ça a vraiment, vraiment commencé le moment où, après tout ça, je me suis dit, ok, j'y vais. C'est quand ma mère, elle a ramené une machine à écrire d'un vieux truc, en fait, d'un vieux grenier qui s'appelle le grenier de Daniel, qui sort d'Emmaüs, en gros. Ok. Elle a ramené une machine à écrire de là, et elle l'a ramenée à la maison, elle me l'a montrée, elle est partie avec son amie avec d'autres trucs. Et voilà. Bah alors. Et du coup, elle m'a laissé devant, en fait, et moi, j'ai écrit une histoire là-dessus, sur la machine à écrire comme ça. J'ai écrit, je sais pas, 4-5 pages, je dirais, 2-3 chapitres d'une mini-histoire que j'ai inventée sur le coup. Puis au final, en fait, c'est une histoire qui est restée là, que j'ai développée, mais qui me convenait jamais. Donc elle est encore dans un coin, mais c'était le premier vrai départ. Ma mère les a lus, elle m'a fait, continue. En fait, juste ne t'arrête pas. Et tu comptes le développer un jour ou pas du tout ? Je pense, ouais. Mais à mon avis, c'est... le début de scénario que j'ai fait va aboutir à des scénarios bien plus complexes, de quelque chose que sur lequel je peux pas mettre de temps pour l'instant. Ok. Et ça parle de quoi ?
C'est une petite histoire de science-fiction qui mélange le temps, qui mélange les sentiments aussi. C'est assez complexe parce que c'est 2 points de vue différents, des protagonistes différents, mais en même temps c'est à des âges différents, avec des personnes qui arrivent, qui viennent, qui meurent, mais c'est des changements de temps, c'est des boucles assez complexes et il y a plein de cycles temporels comme ça. Ok. Mais voilà, c'est globalement sorte de petite science-fiction avec des protagonistes qui doivent chercher des items dans certaines réalités parallèles, avec des enjeux très très importants et beaucoup beaucoup de morts. Pas mal. Globalement, c'est les gros traits. C'est génial. Et qu'est-ce que tu aimes écrire en général, ou ce que tu préfères en tout cas? C'est compliqué, j'aime beaucoup de choses. Je sais pas si j'ai de style vraiment particulier. Je sais que ce que j'aime beaucoup faire, c'est du développement de personnages, et je pense que ça se relie un peu aussi avec le fait que j'aime bien développer des histoires au niveau de l'introspection, etc., qui parlent forcément au lecteur sans avoir vraiment de protagoniste ou de vraie histoire derrière. Tout ce qui va être au niveau du développement, de la pensée, de l'introspection, des personnages, etc. En fait, tout ce qui va toucher au domaine psychologique, c'est une partie d'écriture qui m'intéresse. Après, comme thème d'écriture, que ça soit romance, fantastique ou autre, j'ai pas énormément de préférence. Les deux me plaisent tout autant. Et comme style d'écriture, par exemple, plutôt du roman, plutôt de la poésie, parce que je sais que tu fais beaucoup de poésie aussi. Ouais, je sais pas, je pourrais pas choisir. J'aime les deux. À tout. Ouais, ça correspond, c'est selon mon humeur, selon l'état dans lequel je suis actuellement. Je vais plutôt préférer de la poésie, plutôt faire des textes courts avec des nouvelles, ou une grosse histoire absolument monumentale. Dans le travail que ça demande, en tout cas. Ouais, donc t'as pas spécialement de spécialisation, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture en général, du coup? Je pense que c'est le fait d'exprimer certaines choses que tu peux pas forcément dire aussi aux autres directement, ou même qui s'adressent à des gens à qui tu ne peux pas parler. Tu vas les écrire, qu'ils les lisent ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être extériorisé, que ça permet beaucoup de aussi se relire, de voir soi-même ce qu'on pense réellement, parce que des fois on a des pensées, on les oublie, quand on les couche sur le papier, on les relit plus tard, et soit on a ces souvenirs qui reviennent, soit en fait on va se réaliser un travail d'introspection nous-mêmes par rapport à ça. Puis même ça permet de voyager aussi, dans un certain sens. T'écris une histoire dans laquelle t'aimerais être, et c'est comme si t'y étais un peu quand t'arrives à t'y mettre, donc c'est un moyen de voyager à travers l'imagination, je pense. Ok. Alors là, j'ai une question d'Elisa qui demande si c'est pas trop compliqué de trouver l'inspiration à chaque fois. Pas pour moi, en vrai. J'ai pas trop de problème avec l'inspiration. Je pense que le problème que j'aurais à la rigueur, c'est que j'en ai trop, que ça part un peu partout, et qu'il faut que je réussisse à coordonner tout ça et à trier un petit peu. Mais l'inspiration, en général, j'ai vraiment pas de difficulté avec. Je commence à partir de n'importe quoi, en vrai. Le fait juste de voir une couleur, ça peut me donner des idées pour que ce soit un mini-texte ou une histoire, donc... je pars tellement tout le temps loin que j'ai pas de problème avec ça. Ouais, donc t'as pas de choses de prédilection entre guillemets pour parler, enfin pour commencer à écrire. C'est pas spécialement, enfin ça part de quelque chose que tu vas voir, penser, etc. Mais ça va pas spécialement. Il y a le chat qui vient se rater le message. Du coup c'est pas spécialement, spécialement imaginaire ou alors spécialement vécu, c'est un peu de tout, quoi. Ouais. Je fais beaucoup de mélanges. Je mélange généralement imagination et un peu de mon vécu. Ça, pareil, moi, ça permet d'y laisser quelque chose qui m'appartient aussi dedans et de me retrouver là-dedans. Oui. Ou que des gens qui me connaissent peuvent me retrouver, mais pas trop, parce que sinon, ça sort un peu de la chose. Mais j'aime bien mettre un peu à moi et toujours mélanger avec de l'imaginaire, parce que je me dédouane un peu de certaines choses. Ça permet de laisser parler un personnage à ma place sans que ce soit vraiment moi, et puis ça permet que les gens voient pas peut-être la différence entre ce qui est imaginaire, ce qui ne l'est pas, et je pense que c'est aussi une question de pudeur qui est là, j'ai pas forcément envie de me dévoiler complètement, donc je vais mélanger aussi certaines réalités. Ok, et j'ai Léane qui demande, du coup toi tu l'as pas, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a le syndrome de la page blanche? En vrai, je pense que le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, ça serait de pas rester dessus, de juste poser ça de côté, de laisser cette volonté, ce travail d'écriture de côté, et en fait de sortir, de faire des rencontres, de se balader, de faire plein de choses en fait qui peuvent justement donner une source d'inspiration, de lire d'autres livres aussi. Moi je sais que je l'ai eu quand même à un moment, mais c'était pas vraiment une page blanche, c'était plus une démotivation complète pour écrire. Et en fait juste j'ai lu des histoires qui m'intéressaient.
Je suis sortie, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein d'activités, et c'est ça qui m'a donné la motivation. Donc je sais pas si ça fonctionne avec le syndrome de la page blanche, mais je pense que ça serait quand même un bon moyen de pouvoir s'y remettre, se Donc, vider l'esprit et s'ouvrir à plein d'autres choses. C'est en fait. ça, faut s'ouvrir au monde, Ouais. découvrir et aller vers Exactement. d'autres choses. Ok. Aujourd'hui, c'est parfois difficile de vivre de sa passion, qui plus est l'écriture. Est-ce que tu arrives à en vivre? Non, pas Pas du du tout. tout. Pour le moment, non, ça me fait un petit complément de revenu pour le moment, hein, qui est pas très 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 élevé du tout, mais c'est quand même un petit complément qui est là. Chaque fois, je mets les sous de côté pour peut-être, je sais pas, d'autres projets ou autres, mais j'espère pouvoir en vivre un jour quand même. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, tu vas en vivre dans le futur. Ouais, carrément. Et quel pourcentage là tu prends sur le prix total du livre, par exemple? Ça dépend où il est vendu. Ok. Quand c'est commandé directement sur le site de BOD, donc c'est le service le prestataire par lequel je suis passée, je touche à peu près, on va dire, 30%, je pense, 25-30%, ce qui est quand même pas mal. Et J'allais dire que c'est pas énorme, justement. par rapport à d'autres maisons d'édition, par exemple, tu peux toucher 10-20%. Ah oui. C'est quand même peu. Après, pour le reste, quand c'est directement à la librairie de Lille dans laquelle je le vends, avec laquelle j'ai un contrat direct, je passe pas par d'autres personnes, je gagne beaucoup plus en pourcentage. Pas la totalité évidemment, mais on doit être aux alentours de 65-70% quand même, ce qui est vraiment bien. Et après le reste, je dirais un 20% global. Ok. Et qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie, du coup? Autre que l'écriture? Ouais, autre que l'écriture. Là, du coup, je suis en 2e année de droit, que j'ai recommencé, parce qu'il faut y aller à un moment donné. Et je travaille à côté le week-end, voilà, pour payer un peu tout ça, hein, l'appart, etc., les projets. Je fais des projets de voyage aussi. Et puis voilà, je mets des petites idées quelque part, par-ci, par-là. Trop bien. Et on verra. Et t'arrives malgré la licence de droit, parce que c'est une licence en général assez prenante, parce Ouais. que j'y suis moi-même passé en première année seulement, mais c'était assez intense, et t'arrives à trouver du temps pour te poser et écrire? En général, ouais, en fait, c'est comme justement, c'est la pause dont j'ai envie, le fait d'écrire. C'est vraiment, enfin, je suis tranquille, enfin, je peux écrire. C'est ce que je me dis, je le prends pas comme une corvée, comme le travail ou comme les études. Pour moi, c'est un truc qui est à part quand il faut faire de la mise en page. Ça, j'avoue que je le prends comme une petite corvée, parce que c'est pas le truc que je préfère. Mais quand je suis enfin tranquille, etc., justement, le truc que j'attends le plus pour prendre ma pause, c'est écrire. C'est comme lire, en fait, ça me détend. C'est une sorte de ressourcement un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, quand je vais me coucher, ou le matin, quand je me lève très tôt, quand je suis dans les transports, ça m'arrive aussi. J'évite de moins en moins, parce que balader mon ordinateur dans les transports, ça me fait moins kiffer. Mais quand je peux mettre des petits projets par-ci par-là, je le fais sur mon téléphone, dans mes notes, où je prends du temps, en fait, le week-end, quand j'ai quelques heures ou autre. J'essaye de prendre le temps que je peux pour me sentir bien, tout simplement. Ouais. Ok. Et il y a 2 teams dans l'écriture, je pense, Ouais. j'ai l'impression. C'est ordinateur ou papier. Toi, t'es plutôt ordinateur, du coup? Ouais, avant j'étais très papier, mais par manque de temps, d'organisation, etc., j'ai dû me mettre à l'ordinateur. Puis même, je peux me transférer les fichiers moi-même, je peux commencer, par exemple, sur un truc basique, mais sur les drives, etc., je peux écrire de mon ordinateur et continuer en téléphone juste après, etc. C'est beaucoup plus pratique pour moi, même si je préfère largement écrire sur le papier. Une question de pratique, etc., de relecture, c'est plus simple. Pourquoi tu préfères le papier, du coup, écrire dessus? Ça détend. Ça détend. Ça détend de fou, ça, les pages, etc. qui tournent, même l'activité, moi je trouve que ça détend. Ok. Alors tu postes aussi beaucoup de textes sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu as prévu d'en faire un recueil dans le futur? Exactement. Ah là là. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, c'est un prochain projet qui va réunir tout ça. Pas que les textes que je poste sur Instagram, mais ils vont en faire partie pour certains. Ceux que je trouve aussi les meilleurs, je peux pas tout mettre non plus, parce qu'il y a évidemment je pense, une amélioration qui s'est faite depuis les premiers textes que j'ai postés au dernier, au plus récent, donc je vais pas forcément tous les mettre, même si je veux quand même donner une sorte de connotation d'évolution dans le recueil. Okay. J'aimerais que ça reste un minimum dans ce que je considère comme bien et lisable, quoi. Lisible plutôt. Mais oui. Et pareil, tu postes aussi beaucoup de photos sur Instagram de toi. Est-ce que tu aimes la photographie? Ouais. C'est un domaine que tu aimes beaucoup? Énormément. J'aime bien que ça soit la photographie. Le fait de prendre les photos ou être modèle, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et justement que j'aime bien lier au texte avec.
T'aimerais bien te lancer aussi dans le mannequinat à part? Ça peut être un loisir, je dirais, Ok. à côté, comme poste ou job à plein temps ou dans lequel j'aurais un plus gros engagement avec. Je pense pas parce que c'est quand même très fixé sur le physique et je sais pas si je suis vraiment prête à avoir vraiment une sorte de job consacré à ma posture, à mon physique, etc. Je pense que c'est pas quelque chose que j'ai supporté forcément très longtemps, mais en tout cas, en petit loisir par-ci par-là, de temps en temps, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Après, on sait jamais, je vais peut-être Ouais, développer ok. ça. Pour l'instant, je pense pas. Et tu penses aussi développer cette branche-là de ton compte Instagram, par exemple en publiant des livres accompagnés de photos, comme bah, tu peux le faire sur Instagram par exemple, en général tes Ouais. textes sont accompagnés de photos de toi ou plein de choses comme ça. C'est quelque Ouais. chose qui te tente? Bah en vrai, je pense que ouais, hein. Je pense que le fait de lier les deux, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que tu peux trouver 1000 illustrations à un mot et tu peux trouver 1000 mots à une illustration. Donc c'est quelque chose qui se complète à la fois. Et je trouve que même quand les deux sont liés, c'est pas assez. Et voire ça ouvre encore plus de portes vers l'imaginaire. Je trouve que le fait de relier les deux, c'est vraiment une création qui est à part et qui est super sympa aussi, qui peut amener à plein de choses. Ok. D'autant plus intéressant. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de tester par le futur, que ce soit pour les réseaux sociaux, dans l'écriture ou même en général? De tester dans un style d'écriture par exemple Ouais, ou par exemple. les prochains tests là que j'aurai, enfin les prochains tests, faudra attendre quand même pas mal de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire entre deux, mais les prochains tests que j'aurai dans tous les cas ça serait me lancer à l'écriture de thriller. Ok. Donc vraiment plus aller dans une branche, donc c'est vraiment en mode test, etc. Donc, mais ça j'aimerais bien m'y lancer. Développer, ce serait pas vraiment un test, mais ce serait plus développer une sorte de poésie autre que ce que je fais, parce que je sais que j'ai un style qui est quand même bien à moi, je le remarque quand j'écris, c'est beaucoup de fois la même chose, enfin la même chose, la même formulation en général. Essayer de voir si je peux pas en fait le faire de manière inverse. Et il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais ça serait plus particulier. Ça serait vraiment en fait un énorme jeu de pistes avec justement ce qui mélange photo et écriture. Donc des petits textes par-ci par-là avec un gros jeu de pistes avec plein de choses à trouver en fait. C'est génial. C'est quelque chose que j'aimerais tester. Après, est-ce que j'aurai les épaules pour le faire? Est-ce que je Ouais. pourrais réussir? Après, tu peux te faire aider aussi, épauler pas mal sur ça. Ouais, c'est ça. Donc, puis même à quelle échelle aussi je le ferai. Ouais. Mais c'est quelque Échelle chose. En du fait, monde. j'aime beaucoup trop de choses et je sais que j'ai envie de tester absolument tout et n'importe quoi. Juste pour tester. Ouais, t'es vraiment touche à tout, quoi. Ouais. Juste, je sais que je saurais que j'aime pas si à un moment je l'ai fait et que j'aime pas. Ok. Mais seul truc auquel je vais pas toucher, je pense, c'est les piercings. Mais ça, c'est une autre chose. Du coup, tu lis? Oui. Ouais, beaucoup? Oui. Il y a beaucoup de livres ici. Ouais, effectivement. J'ai plus de place. Qu'est-ce que t'aimes lire? Pareil, j'aime lire beaucoup, beaucoup de choses. En style de livre Ouais, ou... Ouais. Bon, en général, j'ai surtout des romans parce que j'aime bien me plonger dans des grandes histoires en fait, qui vont me prendre du D'accord. temps. Et au niveau des genres, j'aime vraiment beaucoup de choses. Pareil, ça dépend de mon état. Je peux vraiment aimer beaucoup les romances. Pas des trucs trop à l'eau de rose non plus parce que c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, enfin qui va pas me tenir en haleine sur toute l'histoire du livre. J'aime beaucoup en fait tout ce qui va toucher aussi à la dark fantasy, la dark romance ou d'autres choses comme ça, des choses il y a vraiment de l'intrigue, des complots, des enjeux qui sont très élevés. Je sais que je suis très fan de justement de ces intrigues-là, de ces complots, de plein de choses qui vont aussi toucher peut-être à la cour royale et des choses comme ça. Ouais. C'est un univers qui me passionne là-dessus. Donc j'ai beaucoup moins de poésie d'ailleurs. Ah ouais? Beaucoup, beaucoup moins. J'en lis presque pas en fait. Parce que t'aimes pas? Ou ça t'attire pas spécialement? Je sais pas, j'aime beaucoup en écrire, mais alors en lire, c'est vrai que j'ai pas lu de poésie depuis un très long moment. En fait, la seule chose que je lis en poésie, c'est les Fables de La Fontaine, parce que j'ai un immense bouquin que j'ai depuis que je suis gamine, genre depuis que j'ai 4 ans. J'ai appris à lire comme ça d'ailleurs, donc juste je m'amuse à en lire de temps en temps, parce que ça c'est un truc dont je suis complètement fan. Mais en poésie, je lis pas tant que ça. Je lis presque pas grand chose en fait. D'accord. C'est plus particulier. Et est-ce que tu as un livre préféré? Ou un auteur, ou les deux? Un livre préféré, oui. Je pense. Enfin, en tout cas, un qui est resté préféré dans mon esprit, peut-être qu'il a changé avec les récents livres que j'ai lus, c'est possible.
Mais il y en a un que j'ai adoré, c'est une trilogie du coup, mais c'est Nil de Lynn Matson. D'accord. Et après, un auteur que j'aime beaucoup, je sais pas si j'ai un auteur en particulier. Ou pas spécialement. J'aime beaucoup je sais que, par exemple, j'aime beaucoup les livres de Morgane Moncomble. C'est une autrice de laquelle je serai jamais déçue. Ouais. Je sais que je peux lire n'importe lequel, acheter n'importe lequel, je vais jamais être déçue de ses livres. Donc, si je devais en citer une, en tout cas, ça serait elle, je pense. Ok. Est-ce que t'es indépendante dans l'écriture ou bien t'es rattachée à une maison d'édition ? Je suis indépendante. T'es indépendante ? Pour le moment, en tout cas, je suis indépendante. Ouais, c'est ça, si je me souviens bien, ça a été compliqué pour toi d'éditer ton livre. Ouais. Il a été régulièrement refusé. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup en général ? C'est parce que le style de livre était trop particulier. Donc en fait, il correspondait à aucune ligne éditoriale. C'était ni de la poésie, c'était ni un recueil, c'était ni un roman, ni une histoire, c'était même pas forcément une nouvelle. Et c'était pas vraiment un essai pour que ça puisse être compté dans l'essai. Vu que c'est un mélange entre l'essai littéraire et la nouvelle. Donc en fait, même si on me disait que c'était bien, j'ai eu des réponses de super grandes maisons d'édition que j'adore en plus et que j'affectionne particulièrement qui m'ont répondu en me disant « Votre livre est hyper bien, nous on veut bien l'avoir, mais ça correspond pas à notre ligne éditoriale donc on pourrait pas le prendre, mais en tout cas votre écriture est bonne, etc. » J'ai pas en fait de retour sur le fond, c'est juste sur la forme où on m'a dit ça rentre pas en fait dans la ligne qui va avec. Et est-ce que t'es managé par quelqu'un, un agent ou pas du tout ? Pas du tout. Par toi-même ? Exactement, juste par moi-même et mes envies, on va dire. Donc t'as pas d'équipe derrière toi ? Non, pas du tout. Pour la relecture, t'as des gens du coup qui te suivent ? J'ai des amis qui m'aident là-dessus. J'ai un de mes meilleurs amis, voire mon meilleur ami Clément, qui m'aide beaucoup là-dessus. En tout cas, qui m'a beaucoup aidé pour le livre Je t'aime, justement. J'ai des proches, mais globalement, c'est vraiment quelque chose qu'on fait soit en groupe, entre amis, sur lequel je garde la main évidemment et sur lequel je vais faire les relectures, les choses finales moi-même. Mais des fois, oui, je peux avoir de l'aide de mes proches là-dessus, même mes parents de temps en temps. Ok. Et pour cette première partie, je vais avoir une dernière question de Marion. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour se lancer dans l'écriture ? Des conseils, je pourrais en avoir plein. Après, les conseils, je pense, c'est chacun... Ou les meilleurs conseils, les meilleurs conseils. Se lancer dans l'écriture. En fait, je pense qu'on s'est un peu tous lancés dans l'écriture à un moment donné dans notre vie et juste reprendre cette branche-là, cette motivation qu'on avait, par exemple, un truc con, mais pour écrire un journal intime, en soi, c'est de l'écriture. Pour un projet, une dissertation, ça a été de l'écriture à un moment donné. Donc, je pense que c'est un peu retrouver cette fibre-là, si on s'en rappelle, et si vraiment on n'a pas eu d'attache là-dessus, à ce niveau-là, ou en tout cas que c'est pas quelque chose qui nous a motivés. Je dirais juste de se faire confiance, laisser parler son cœur un moment, se poser quelque part, prendre une tisane, etc. Ou quand on est triste, ou quand on est joyeux, au contraire, que vraiment on a le cœur lourd, qu'on a le cœur léger, se poser et écrire ses émotions, je pense que c'est le meilleur moyen d'introduire dedans, parce que les émotions, c'est la chose la plus pure et véridique que tu peux retranscrire. Donc en fait, ça va donner un coup de boost aussi. Ça va être une motivation... que tu commences à voir ça, puis même tu pourras le relire après, c'est pas quelque chose qui va te sonner à l'esprit comme un mensonge. Oui. Donc je pense que c'est un bon début. Okay. D'apprendre à ressentir, c'est un bon début, je pense, pour justement commencer à écrire. Et j'ai une question qui me vient là, t'écris toi plutôt en musique, dans le silence, en écoutant des podcasts par exemple? J'écris en général en musique, mais je peux écrire en silence aussi, mais c'est vrai que la musique j'aime bien. J'aime beaucoup en écouter et en plus de ça j'écoute n'importe quoi. C'est ce que j'avais demandé, t'as pas... J'écoute beaucoup de classiques, mais je peux écouter vraiment n'importe quoi. Je peux me mettre à écouter du rock, voire parfois du métal, parfois de la tech, enfin... Ouais, vraiment c'est très varié. Il y a des moments où juste je me pose avec du classique ou même de l'ASMR. J'écris beaucoup avec de l'ASMR malheureusement. Ah ouais? Ouais. Ah non. Je mets tout le temps de l'ASMR en fond et j'écris, ça me détend et ça me... En fait, je me pose moins de questions. Puis le fait d'avoir un fond sonore, ça m'empêche de divaguer trop aussi. D'aller trop loin sans fixer des limites et d'être un peu incohérente dans ce que je dis. Ça y est, on arrive à la fin de cette première partie. Je vais laisser le soin à Silix de vous divertir pendant quelques minutes avant de partir plus en détail sur ton livre, Lola. À vous les studios. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Le Déca, une chronique à consommer sans modération. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un homme qui a multiplié les métiers, mais qui n'a jamais pour autant abandonné sa plume. Je parle bien sûr de Jules Verne. Alors, sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait.
Aujourd'hui, je vous propose de démarrer par une production Disney. Et oui, notre œuvre de référence cette fois n'est autre que le film 20 000 lieues sous les mers. Considéré comme la première grosse production des studios Disney, ce film sorti en 1954 était à l'époque le plus cher de l'histoire du cinéma, et s'inspirait largement du roman de Jules Verne du même nom. Mais si ce roman a pu être porté à l'écran, c'est certainement grâce au génie de Jules Verne. Né en 1828 à Nantes, celui-ci s'est fait remarquer par ses nombreux travaux littéraires, pièces de théâtre, nouvelles, récits autobiographiques, poésies, livrets d'opéra et même chansons. Dès 1852, il écrit ses premiers récits qui font clairement penser aux voyages extraordinaires. C'est d'ailleurs grâce à l'éditeur Hetzel qu'il devient réellement connu avec cette collection composée de 62 romans d'aventure sur les progrès scientifiques, parmi lesquels Le Tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers, 5 semaines en ballon, mais aussi de 18 nouvelles, à chaque fois illustrées. Ça a dû leur coûter un bras de l'éditer ce mec-là, surtout que la durée de son contrat était de 20 ans. Son succès est tel qu'il se place au 2e rang des auteurs les plus traduits, devant William Shakespeare et juste derrière Agatha Christie. Avec l'argent de ses livres, il a pu s'acheter en 1866 un petit bateau de pêche qu'il baptise le Saint-Michel, du nom de son fils, puis un hôtel particulier ainsi qu'un yacht en 1874. Pas dans l'excès le mec. Mais Jules Verne n'était pas destiné à devenir un grand écrivain. Non, car il avait un avenir tout tracé dans le droit, selon la volonté de son père. Et son enfance n'a pas été des plus faciles, bien qu'il soit l'aîné d'un frère, Paul, écrivain et marin, et de 3 sœurs. En 1836, à l'âge de 6 ans, il est mis en pension. Ayant grandi dans une famille de marins, il tente même de fuir sur un long courrier, en partance pour les Indes, à l'âge de 12 ans. Mais il est rattrapé par son père. Déçu, il affirme « Je ne voyagerai plus qu'en rêve ». Enfin, j'en suis pas certain parce que j'y étais pas, mais comme c'est marqué dans la biographie de ses bouquins, je suppose que ça doit être vrai. Poussé par son père, il se lance dans des études de droit après avoir beaucoup travaillé la rhétorique et la philosophie au lycée. Mais là où on pourrait se moquer, c'est que Jules Verne, il était, comme qui dirait, tombé amoureux de sa cousine, qui se marie en 1847. Du coup, le papa, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'envoie à Paris pour qu'il continue ses études, certes, mais aussi pour éloigner ce mâle alpha, qui serait prêt à crier son amour à sa cousine tel un cerf qui brame en période de rut. Bon, je sais pas le faire, mais vous avez compris. À la capitale, par manque d'argent, il est obligé de partager une seule tenue avec son colocataire, nantais lui aussi. Et donc, les deux bonshommes sortaient alternativement. Vous vous doutez bien qu'ils allaient pas sortir en même temps, l'un bien habillé et l'autre à poil. Avide de lecture, passionné par Shakespeare, il lui arrive même de jeûner pour s'acheter des livres. Et tout va basculer pour lui le jour où il rencontre Alexandre Dumas. Il travaille pour lui et écrit en parallèle des pièces de théâtre. L'une d'elles retient l'attention du grand écrivain, Le coup de pied dans la fourmilière, qui va lancer Jules Verne. En 1850, il passe sa thèse de droit et commence à donner des leçons pour gagner de l'argent, rester à Paris et lancer sa carrière littéraire. Ce sont ses voyages en Angleterre, en Écosse, en Scandinavie qui l'inspirent dans ses écrits. Ah bah oui, ce qu'il a dit à 12 ans, il s'en souvenait peut-être pas lui-même. Sa carrière est lancée, et sur le plan personnel, ça commence à être pas mal non plus à partir de 1857, année où il se marie avec Honorine Hébé Morel, avec qui il aura un fils en 1861, Michel Verne, son seul enfant. Ses écrits fonctionnent tellement bien que les scientifiques vérifient parfois certaines données de ses livres. C'est aussi pour cela que naît une controverse autour de son œuvre. Deux publics s'opposent, les adultes et les adolescents. Mais son influence, elle, ne peut être remise en question. En témoignent les nombreux films inspirés de ses œuvres, ou encore cet événement, en 1877. L'astronaute photographe Nadar, un ami de Jules Verne qui lui avait servi de modèle pour un personnage, jaillit de l'intérieur de l'obus de la Terre à la Lune, durant un bal travesti à Amiens. Eh ouais, ça rigole pas. Jules Verne lui-même considère s'en être bien sorti, en disant cela. « Ma vie est pleine, aucune place pour l'ennui. C'est à peu près tout ce que je demande. » Mais la fin de cette vie sera moins réjouissante. Il perd sa mère en 1871, puis son père en 1886. Un an plus tard, il est blessé par 2 balles de revolver qui le poussent à renoncer au voyage et à s'impliquer dans la vie politique de sa nouvelle ville, Amiens. En 1894, dans une lettre à son frère, il écrit « Toute gaieté m'est devenue insupportable. Mon caractère est profondément altéré, et j'ai reçu des coups dont je ne me remettrai jamais. » Il meurt en 1905, dans sa demeure à Amiens. Alors, Jules Verne, scientifique visionnaire ou auteur d'une littérature destinée aux enfants, c'est à vous de décider le portrait que vous préférez. Nous voilà donc au cœur du sujet de cet épisode. Courant juin 2023, tu as sorti un livre, ton premier livre. Exactement. Je t'aime. Déjà, je voulais te redire un grand bravo pour ce livre car il est vraiment formidable. J'ai réellement adoré, ça fait un peu comme une safe place, sincèrement. Je sais pas si c'était voulu, justement. C'est quelque chose que j'avais recherché, ouais. C'est justement que le lecteur se sente super bien dedans et il puisse y revenir quand il veut, il puisse faire une pause et y revenir. C'est vraiment justement ce que je cherchais, cette chaleur qu'il pourrait avoir avec un objet qui peut être particulier ou pas, comme il veut. Et je me suis demandé 2 choses pendant la lecture, que j'ai donc notées et que je vais
demander. Ouais. Est-ce que c'est toi, Lola, qui nous parle, ou alors c'est un personnage fictif, en quelque sorte inconnu, ou une personne réelle En soi, moi, je dis toujours que c'est le personnage fictif de Ciel, donc, qui n'a pas de prénom, à part ce surnom-là. Enfin, qui pourrait en avoir un, mais en tout cas, personne ne le saura jamais. Ni même toi, malheureusement. Zut. Mais c'est un personnage fictif qui parle en soi. Évidemment, il y a un sous-ton qui est moi, parce que c'est mes expériences et mes histoires un peu. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est mélangé pareil, en fait, avec de l'imaginaire. Donc, il y a des choses qui appartiennent à Ciel, et rien qu'à Ciel. Et il y a des choses qui m'appartiennent. Ok. Et à qui tu t'adresses dans ce livre ? Car pendant la première moitié du livre, je pensais que tu t'adressais au lecteur. Mais est-ce vraiment le cas où tu t'adresses à une personne réelle ou à un personnage fictif ? Car dans la deuxième partie, j'ai commencé à douter que tu t'adressais vraiment au lecteur et je savais pas trop du coup. Alors, le personnage, du coup, oui, s'adresse bien au lecteur durant la narration. Sauf qu'en fait, il y a un tout petit sous-ton qui est le mien, qui m'adresse directement à une personne de la réalité. Mais ça, c'est vraiment un truc qui était personnel. J'ai essayé de détacher un peu les deux, que du coup, les gens se sentent concernés et ont vraiment l'impression que Ciel leur parle à eux. Et moi, c'est en même temps aussi une sorte de message que j'ai envoyé. Quelqu'un qui ne lira jamais ça, d'ailleurs. Mais moi, je l'ai envoyé, qui est enfin posé. C'est des choses que je pensais depuis longtemps, donc voilà. C'est par rapport à quelque chose que tu as vécu ? Exactement. Ok. Est-ce que ce serait pas aussi une sorte de livre à la toi du futur ? C'est possible. C'est très très fort possible. En fait, il y a plusieurs significations. Quand j'ai fini le livre la première fois, il y a plusieurs significations que même moi, en fait, je me suis donné à comprendre. Et il y en a encore un panel que les lecteurs pourront eux-mêmes, en fait, on va dire, analyser. Mais ouais, c'est soit la personne, en fait, entre guillemets, la personne, je vais parler à la troisième personne, qui va pas être moi, mais la personne se parle peut-être à elle-même dans le miroir, par exemple, des choses comme ça. Et le je t'aime finalement adressé à elle-même, soit il est adressé à quelqu'un d'autre, soit il est adressé à quelqu'un du futur, que ce soit elle ou une autre personne. Donc ça peut être une multitude de possibilités, c'est à voir en fait dans quel sens on veut le prendre, je pense. Et en même temps, c'est pas aussi une sorte de réconfort à la toi du passé ? Un petit pansement que tu vas poser dessus ? Ça c'est sûr, c'est complètement sûr. C'est une sorte de réalisation de plein de choses, je pense. C'est quelque chose qui va me marquer de manière intemporelle. C'est aussi pour ça que c'était le premier que je voulais sortir, alors qu'au final, c'est le dernier que j'ai écrit dans tous mes projets. Mais c'est celui qui m'a le plus touché et je pense celui dont j'avais le plus besoin en quelque sorte. Ok. C'est la première fois que j'arrive à analyser un livre correctement. Oui. Même en français, j'ai jamais eu de bons résultats. Bah bravo. Merci. Ton livre, il tourne beaucoup autour de métaphores superbement tournées, Ouais. liant la nature et l'amour. Ouais. Est-ce que tu as voulu faire une sorte d'ode à la nature et à l'amour ? Alors, une ode à l'amour, oui. À la nature, c'est parce que c'est pas forcément une ode, c'est surtout parce que je trouve que c'est très lié. Que la nature, on va dire que je l'analyse comme quelque chose de pur, de simple, de transparent et en même temps de très important, d'essentiel en fait. Et pour moi, je relie ça justement à l'amour directement. Quelque chose de pur, de sensible, de sincère, d'important, d'essentiel. Donc c'est pour ça que je les ai liés, parce que c'est vraiment des notions qui se ressemblent beaucoup trop, en tout cas pour moi. Et donc t'en parlais au début, t'en parles maintenant. L'amour, c'est un sujet que t'affectionnes particulièrement dans ce que t'écris en général ? Ouais, littéralement. Ça reste quand même le sujet le plus important, je pense. Dans absolument tous mes livres, il y aura toujours de l'amour. C'est impossible que j'en fasse un sans. Et tu sais dire pourquoi ? Parce que même dans la réalité, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je pense que je vis que pour ça. Donc que ça soit l'amour de moi-même, que j'essaye de me donner et de ne surtout pas le perdre. L'amour que je peux donner à d'autres personnes ou qu'on peut me donner, c'est vraiment le sujet qui me pousse à vivre à chaque fois. Et je pense que je vis à peu près surtout pour ça. Donc c'est pour ça que j'en mettrai toujours dans mes histoires. Ton but principal. C'est ça. Dans ces métaphores, tu parles notamment de la traversée de 2 rivières assez tumultueuses. Ouais. Tu as réussi à te remettre de ces traversées ? J'ai réussi à m'en remettre. Et comment ? Effectivement. Avec le temps, globalement, et avec le temps, et en écrivant le livre, justement. C'est en écrivant ce livre-là que j'ai enfin réussi à me remettre à peu près de la première. Et la deuxième, j'avais réussi à m'en remettre avec le temps. Ouais. Ok. Et depuis ce livre, est-ce que tu as traversé une 3e rivière ?
Ou pas. Bah, Je te le souhaite pas en tout cas, mais alors, c'est un peu tordu comme question en fait. j'ai justement une petite anecdote là-dessus. C'est parce que à la fin des remerciements, justement, j'adresse certains de ces remerciements à mon copain actuel que j'avais quand j'ai écrit ces lignes en tout cas. Et voilà, en disant qu'il les lira jamais, en justement lui décrivant ce fameux mot je t'aime. Voilà, à partir du moment où j'ai déposé le livre, officiellement, le lendemain, je me suis fait larguer. Waouh. Donc malheureusement, c'était trop tard. J'aurais préféré que ce soit avant. Comme ça, je n'écris pas ces remerciements. Ouais. Maintenant, trop tard. C'est inscrit sur le papier directement. Ça fait une anecdote drôle maintenant. Ça fait une anecdote drôle. Du coup, c'est une troisième rivière que je n'aurais pas expliquée finalement parce qu'elle est arrivée juste après que j'ai fini le livre. Dommage, j'aurais pu me faire un tome 2. C'est ça, Tant pis. c'est peut-être l'occasion justement de se lancer dedans. Je pense que j'aurais tout dit dans tous les cas. J'aurais pas d'autre chose à redire à part à doter. Et ce je t'aime à la fin, tu l'adressais à lui ou... Non. Je pense que je l'adressais à moi et surtout à la personne qui allait lire. D'accord. Globalement et aussi à quelqu'un d'autre. Mais ça, je le garderai pour moi. Ouais, t'as bien raison. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui actuellement passe une rivière? Je sais pas si je suis la meilleure pour donner des conseils là-dessus. Parce qu'en soi, oui, je les ai écrits, mais je sais que même moi, je les respecte pas forcément. Parce que je les oublie, parce que je suis trop emportée dans mes émotions pour prendre du recul. Je dirais qu'ils traversent une rivière dans le sens positif ou négatif. Ça dépend, ça serait quoi. Mais je dirais de prendre du recul surtout. Évidemment, en fait, de lâcher prise, mais de pas trop se laisser emporter dans le sens où faire vraiment bien attention à prendre soin de soi en premier. La rivière la plus importante, on va dire, pour quelqu'un, ça doit normalement être la sienne, notre propre rivière à nous-mêmes, dont on doit prendre soin. Et si on commence à se détériorer par ça, c'est qu'il faut prendre du recul et se poser aussi les bonnes questions, on va dire certaines questions. Tant qu'on ne se laisse pas couler, ça devrait aller. C'est déjà un bon début. C'est ça. Alors, on parle pas mal de rivières et tout ça. Si vous voulez comprendre plus en détail, n'hésitez pas à aller lire le livre Je t'aime de Lola. Merci. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as déjà fait traverser des rivières à des gens? C'est-à-dire, est-ce que, comme toi, tu en as traversé, par exemple, ouais, est-ce que tu en as fait vivre volontairement ou non à d'autres personnes. Tu le sais ou pas à d'autres personnes? C'est une question compliquée. Je pense que oui, ça a dû m'arriver. Dans tes Surtout amitiés, quand, dans tes amours, les deux? Je dirais quand j'étais plus jeune, ça a dû sans doute m'arriver, ouais. Et ça a dû sans doute m'arriver, et d'ailleurs je le regrette un peu. Mais à mon avis, quand j'étais petite, c'est forcément arrivé parce que j'étais pas... J'aimais bien l'amour, mais j'étais surtout enfermée dans l'imaginaire, et en vrai, je ressentais rien. Donc j'ai forcément dû le faire à un moment donné, je pense que je le sache ou que je le sache pas. Oui. J'ai quelques personnes qui me viennent à l'esprit. Après, est-ce qu'elles l'ont reçu ou ressenti comme ça, je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être des traversées de rivières qu'elles ont subies de ma faute. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sais aimer ou pas? Je dirais Vaste que non. question. Je dirais que non, je pense que je peux pas vraiment savoir aimer. Je pense que personne pourrait vraiment savoir, avec la finalité justement de ce verbe-là, aimer quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose que tu apprends tout le temps, en continuité, et qu'il n'y a pas de finalité à ça. C'est un apprentissage qui se fait, on va dire, à l'infini, perpétuellement, et je pense que du coup, non, j'aurais pas encore appris à aimer. En tout cas, je saurais pas aimer là actuellement. Et pour Pas toi, complètement. c'est quoi l'amour? C'est quelque chose de super compliqué. C'est un sentiment. C'est un sentiment qui peut tout permettre, globalement. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. C'est une émotion, quelque chose que tu ressens qui va aider à faire mille et une choses, qui va te donner les capacités de faire mille et une choses, qui va te donner une force. Peu importe vers qui il est dirigé, peu importe si tu le reçois ou si tu le donnes. Mais c'est quelque chose qui peut te permettre de faire beaucoup de choses et qui peut aussi malheureusement te détruire quelquefois. Mais ça peut être un apprentissage. En fait, c'est vraiment une épreuve pour moi. Okay. Soit tu la passes, soit tu ne la passes pas. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et puis, il y a quelque chose que tu ne devrais jamais perdre, c'est l'amour de toi-même. Donc, au final, normalement, c'est quelque chose qui est fondamentalement positif, je pense. Exactement. Et
par rapport à ce que tu as répondu avant, justement, la personne qui parle dans le livre, il y en a 2 du coup, c'est Ouais. ce que tu nous as dit. Donc je vais te poser 2 fois la même question, Ok. pour toi et pour Ciel, du coup. Ok. Quand on lit le livre, enfin en tout cas moi, Ouais. j'ai ressenti un réel manque de confiance, que ce soit en toi ou en Ciel. Enfin, Ouais. est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu manques de confiance en toi ou lui manque de confiance en lui? Ciel, je dirais qu'elle en manque. Ouais. En elle, du coup. Ouais, c'est ça. C'est dit un tout petit peu au début, mais très brièvement. Et moi, c'est possible. Je dirais pas que je manque vraiment de confiance en moi, mais ça peut arriver parfois de temps en temps. Je sais pas si c'est quelque chose que j'arrive vraiment à garder, mais en tout cas, j'ai plus confiance en moi que Ciel. On va D'accord. dire ça comme ça. Surtout depuis récemment, après, quand j'ai écrit le livre, je pense que j'étais pas dans une super bonne passe. Après, bon, il a duré très longtemps, cette écriture, mais à ce moment-là, j'avais pas forcément confiance non plus. Donc, actuellement, oui. Je dirais pour les 2, non. Ça dépend, fait. ça évolue. Ouais, c'est ça. Actuellement, j'ai confiance en moi. Quand j'ai écrit le livre, et du coup, le personnage de Ciel en même temps, je pense qu'on avait toutes les 2 pas forcément confiance en nous. Pas forcément à la même échelle, mais je pense que c'est quand même un manque qu'on avait toutes les 2. Et qu'est-ce qui fait que maintenant t'as confiance, du coup? Ça va être bizarre à dire, mais je me priorise en fait. Oui. Mais dans le sens, pas dans le sens individualiste, mais dans le sens où je vais Tu prends toujours. soin de toi, du Ouais. temps pour toi. C'est ça, je vais toujours essayer de prendre soin de, on va dire, de mon enfant intérieur. Donc de même réaliser les rêves les plus cons que je veux, des choses vraiment débiles d'enfant, mais que c'est des envies que j'aurais encore, et ben je les fais et je C'est prends soin de génial. moi là-dessus. Et franchement, c'est un truc que j'ai adopté il y a très peu de temps en fait, mais ça marche de dingue. Parce que du coup, je me sens tout le temps bien, et puis Et je tu me te laisse sens moins toi atteindre. vivante un peu, Ouais, peut-être c'est ça. aussi. C'est ça, je culpabilise pas en fait. Même pour des choses bêtes, par exemple, où je sais qu'il y a des fois où j'ai procrastiné, etc., je vais plus culpabiliser là-dessus parce que je pars du principe que si je le fais, c'est que j'en ai besoin. Par contre, Ouais. quand je dois me concentrer, pareil, je me permets, on va dire, à mon moi du futur, de réussir grâce aux efforts que je vais fournir maintenant. C'est vraiment, Ok, oh, c'est génial. je m'aide dans toutes circonstances. Et à part le recueil dont on a parlé tout à l'heure, du coup, est-ce que Ouais. tu as d'autres projets en tête pour ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Oui. Et quels sont-ils? Alors, après le recueil, du coup, qui est d'ailleurs pareil, hein, juste après Je t'aime, que j'ai commencé à l'écrire, donc j'en avais déjà 2 avant, qui étaient donc 2 romans, que j'avais d'ailleurs débuté par des concours sur Fixia, et que j'ai laissé parce que je n'avais plus le temps. Mais il y a eu Etheris, que je vais reprendre très peu de temps après le recueil, voire juste après que je l'ai fini. Que je vais reprendre avec impatience d'ailleurs parce que mes personnages m'ont énormément manqué depuis tout ce temps. Et juste après, à mon avis, il y a Clé de Sol qui va arriver, donc Ok. qui est là une romance qui va être, on va dire, mi-longue. Elle va Ok. pas être trop courte, mais elle va pas être trop longue non plus. Et tu dis que tes personnages t'ont manqué. Tu t'attaches aux personnages, du coup, que t'écris Littéralement. comme elle est une vraie personne, du coup, un peu. C'est ça. Je sais que quand j'ai écrit Etheris, pour aussi m'aider à vraiment cerner mes personnages jusqu'au bout, je me les imaginais dans n'importe quel lieu avec moi. Par exemple, quand j'allais en cours, j'imaginais leurs réactions, ce qu'ils pourraient dire, vraiment Ok. un gros monde autour de moi. Donc même, je les imaginais vivre avec moi, etc. C'est quelque chose qui était facile à faire et qui était très drôle, Tu surtout. crées une sorte d'histoire un peu dans ta tête, un livre à Littéralement, toi-même. c'est ça. C'est un scénario, mais vivre en temps réel. Et c'est très drôle comme expérience. Mais du coup, ça fait très mal aussi quand tu t'y Forcément, attaches ouais. trop et que t'as prévu des choses pour eux qui sont pas forcément sympas. Mais c'est un super truc. J'ai Tu t'amuses adoré. à les faire souffrir, du coup? Je m'amuse pas, mais en fait, la majorité du temps, j'ai l'impression que c'est limite pas moi qui contrôle mes personnages. C'est comme s'ils vivaient des trucs et que moi j'étais étonnée à la fin en mode mais non, il a pas fait ça quand même. Et c'est comme s'ils vivaient un peu leur propre vie en fait. J'ai commencé à leur donner un point de vie, puis qu'au final, avec la personnalité que j'avais un peu attribuée, ils évoluaient tout seuls Ok. et que moi j'écrivais juste leur histoire. On va dire ça comme ça. Est-ce que dans ton livre Je t'aime, tu as un passage préféré? Pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je me rappelle pas exactement de absolument tous les passages. Je dirais que ça serait vers le milieu. Je pense que c'est le temps 3, je crois, 2 ou 3. Les 2 premiers, c'est les plus longs. Mais je pense que le temps 2, ça va être un de mes préférés. Le temps 2 ou le temps 3. Le temps 3, je pense. Ok. Est-ce que tu veux nous lire un petit extrait? Ou pas? Alors, attends. Tu as le droit de dire non.
Je vais voir si j'en trouve un déjà Ok. à lire de ce temps-là particulièrement du coup. Bah du coup, ouais. Ok. Faudrait que j'en trouve un. Le temps 3, je sais qu'il est très très déroutant. Globalement, ça va un peu dans tous les sens sur le coup. Alors moi, Ok. j'avoue que Ouais. j'en ai un. Ah, tu l'as Vas-y. trouvé toi? Vas-y, dis. Moi, ça va être celui autour de la persévérance. Ok. C'est vraiment un passage que j'ai adoré. Et si tu m'autorises, j'aimerais bien le lire. Ouais. Parce que moi, ça m'a fait énormément écho. Et je trouve que c'est un magnifique message à passer. Vas-y Mais si alors. toi, tu l'as trouvé, vas-y d'abord. Bah, je te laisse y aller. Comme ça, j'y vais juste après, promis. Ok. La persévérance, c'est important de s'en souvenir. Elle porte toujours ses fruits. Et surtout, aie confiance en toi. Ne lâche jamais cette confiance. Car s'il y a bien quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est bien en toi-même. N'oublie pas que tu as une mine de ressources, de compétences et de talents. Tu en doutes? Pourquoi? Si tu ne me crois pas, pose-toi, allonge-toi ou assieds-toi confortablement et souviens-toi de toutes les choses positives que tu as faites, de tous ces moments où tu as été fier de toi. Si tu penses que ça n'est jamais arrivé, remémore-toi mieux. Je sais que c'est arrivé. Il faut juste que tu t'en souviennes. Même les choses les plus infimes peuvent être une démonstration de talent que tu as. Si l'on t'a dit le contraire, souviens-toi de ce que je viens de t'affirmer. Aie confiance en toi. Tu es la première personne en qui tu peux avoir confiance. Moi, j'ai confiance en toi. C'est magnifique, je trouve. C'est vrai. C'est un passage qui est vraiment sympa pour le coup. Et du coup, je suis encore plus contente que ça t'a touché comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, la confiance en toi, c'est quelque chose avec... Enfin, en moi, du coup, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Ouais. Et ça a vraiment résonné en moi quand j'ai eu ce passage. Je me suis dit, mais waouh, juste waouh. Bah tant mieux. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de fou. Le passage que j'ai trouvé, c'est Ouais. pas forcément dans le temps 3, parce que celui que tu viens de lire, je pense que c'est justement dans le temps 3. Ouais. Donc j'en ai pris un autre d'un temps 1, qui est moins profond, mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tourmentée pendant absolument des années, et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a vraiment aidée. Donc je peux te le lire, il est très court si tu Allez, veux. vas-y. Alors, au début, tout était basique, les conversations, les visages, les amis, l'entourage, les problèmes. Tu vas bien, ça peut aller et toi? Oui, très bien. Puis ça se complique. Tu n'as pas à t'inquiéter, je t'assure. D'accord, si tu le dis. Ainsi, une seule faute se présente et tu prends chaque acte suivant pour une nouvelle faute et tout s'enchaîne, tout sans exception. Tu n'arrives plus à t'arrêter, tu penses et tu penses encore jusqu'à ce que la nuit emporte tes derniers songes. Ce garçon là m'a pris la main et m'a dit viens, je vais te montrer comment est le monde, et c'est là que j'ai commencé à l'apprécier fortement et peu à peu avoir de la lumière en lui qui scintillait avec une force incommensurable. Il m'a dit tu sais, le monde n'est pas tout gris, et il avait raison, le monde n'est pas tout gris. Malgré tout, j'avais l'impression d'effectuer un marathon aquatique sans la combinaison adaptée. Je ne me sentais pas à l'aise, non pas avec lui mais avec moi. Les seuls moments où je me sentais assez recouverte pour que mon cœur hideux ne soit plus visible, c'était dans ses bras, je ne me sentais plus seule. Voilà, Ok. ça c'est un de mes passages qui m'a moi-même touchée quand je l'ai écrit, Et parce tu que sais c'est dire pourquoi, ouais. Bah, c'est vraiment un sentiment que j'avais eu très très fort pendant très longtemps, des années. Je sais pas pourquoi je l'avais eu, mais en fait le fait de me rendre compte que je l'ai eu, ça m'a fait comprendre que bah j'avais pas de problème, que Ouais. ça venait pas de moi, c'est pas moi qui buguais, qui avait un problème, qui était trop coincé, trop prude ou autre. C'est que juste, bah je pense que ça résultait justement d'un manque de confiance en moi à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que j'avais tout le temps en fait. Je doutais d'absolument tout, de tout le monde, de moi-même. Et je D'accord. doutais de moi physiquement, je doutais de moi mentalement, je doutais de vraiment beaucoup trop de choses. Et en fait, c'était une incertitude qui était insupportable en fait. Ouais. C'est pour ça que maintenant, ça me fait du bien d'avoir couché sur le papier, et parfois de le relire. Tant Je mieux. me rappelle que, bon Dieu, j'en ai fait du chemin. T'as évolué depuis. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je pense que c'est une bonne manière de finir cet épisode. Ouais. Lola, un grand merci pour ton accueil, parce que dans ton appartement, justement, Bah, merci à toi pour surtout. ton partage, ta présence dans cet épisode. J'ai vraiment adoré, c'était un réel plaisir de Ok. passer cette heure avec toi Ok. à parler de tout ça. Bah franchement, c'est un réel plaisir, et merci à toi de m'avoir donné la parole surtout. Avec grand C'est plaisir. très important. D'ailleurs, si les auditeurs veulent lire ton livre, que dis-je? Vu qu'ils doivent le lire, où peuvent-ils l'acheter? Ils peuvent l'acheter un peu partout, donc c'est disponible sur Le Furet, la Fnac, Amazon, Cultura.
Ça peut même être disponible en rayon. S'ils l'ont pas, on peut juste le commander simplement sur BOD aussi directement. C'est Donc ce que une j'allais dire, c'est plateforme là en où tu ligne. gagnes le mieux. Ouais, c'est ça. Et sur BOD, après je sais que ça peut être moins facile, ça peut être aussi un site dont les gens ont moins l'habitude, donc moins de confiance, mais dans tous les cas, il est disponible absolument partout. Ok. Et pour ceux de Lille, ils sont directement disponibles au crowdfunding à Lille, à la librairie. Ah, trop bien. On vous a teasé une surprise au début de cet épisode. Alors, rendez-vous sur mon compte Instagram, Baptoutonpref, jusqu'au lundi 11 février à 19h pour tenter de gagner un exemplaire du livre de Lola, Je t'aime. Qui est d'ailleurs un livre parfait à offrir pour la Saint-Valentin, la semaine Exactement. prochaine. Pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur Instagram, principalement. C'est quoi ton Donc, Insta au pseudo... On en a rigolé tout à l'heure parce qu'il est compliqué à prononcer. Donc c'est au pseudo de LOL Classy, mais vous inquiétez pas, je vais vous les placer. Donc c'est LOLCLACI. Et c'est l'endroit où je suis principalement active. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres en fait, où j'ai un meilleur contact avec les gens que là-dessus. Bon, super. Allez, foncez la suivre et achetez son livre. Oui. Encore un grand merci à toi, Lola. Bah merci à toi, vraiment. Et C'était puis, trop bien. À bientôt. À bientôt.